Ce chercheur américain a réussi récemment avec son équipe à construire un modèle informatique détaillé des petites protubérances de la couronne du coronavirus responsable de l'épidémie actuelle. C'est une étape importante pour la lutte contre ce virus, car ce sont elles qui lui permettent de se fixer sur nos cellules et de les infecter. Ces pointes microscopiques, longues d'un centième de millième de millimètre, sont des protéines, c'est-à-dire des grandes molécules formées de dizaines de milliers d'atomes liés les uns aux autres. En fonction de leur organisation, de leur forme, qui dépend de l'ordre des atomes qui les constituent, les protéines peuvent ou non se reconnaître et s'accrocher entre elles. Pour se défendre contre un virus particulier, notre organisme doit apprendre à produire des protéines qui auront la bonne structure pour se fixer sur les protéines du virus et l'empêcher ainsi d'infecter nos cellules. On appelle cela des anticorps. La dangerosité d'un virus nouveau pour nous vient de ce que nous n'avons pas développé les anticorps correspondants. En cartographiant le plus précisément possible les protéines du coronavirus actuel, on espère aider à concevoir des médicaments qui nous aideront à les empêcher de se fixer sur nos cellules. Pour cela, les chercheurs américains ont refroidi des échantillons de virus à moins 150 degrés et les ont placés dans un microscope électronique. C'est à partir de la manière dont les protéines dévient le faisceau du microscope que les scientifiques ont réussi à reconstituer l'architecture précise de la protéine et ce modèle en 3 dimensions. On voit que ceux qui explorent les mécanismes les plus élémentaires du vivant ne font pas intervenir des forces mystérieuses. Quelle que soit leur conviction personnelle, leur religion ou leur culture, ils savent bien que le vivant est matériel et obéit à des lois physiques. Toutes les fonctions de notre organisme sont assurées par des protéines, et pas seulement la résistance au virus. Ici, vous avez une représentation de l'albumine, la protéine du blanc d'œuf. Les protéines sont des molécules très complexes et infiniment variées qui peuvent différer d'un individu à un autre. Leur structure dépend de notre patrimoine génétique, de notre ADN, que nous avons hérité des générations précédentes et des hasards de l'histoire de nos ancêtres. La matière vivante est donc formée de molécules, elles-mêmes formées de longues chaînes d'atomes, de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, des constituants très répandus dans l'univers. Finalement, nous ne sommes donc pas formés d'une matière très particulière. Mais un chat, ou même un simple brin d'herbe, sont tout de même bien plus difficiles à comprendre scientifiquement qu'une étoile. C'est la complexité des édifices que forme la matière qui fait la différence entre le minéral et le vivant. Alors, est-ce là l'action d'un créateur, d'un horloger invisible qui a réglé tout cela finement pour ensuite se reposer le 7e jour? C'est en gros ce que disait le récit de la Genèse dans la Bible. En additionnant les générations décrites dans la Bible, les unes après les autres, l'archevêque irlandais Ussher avait ainsi calculé au XVIIe siècle que l'univers avait été créé le 23 octobre -4004 en fin d'après-midi. Alors dans une période où on n'avait aucune idée du passé de notre monde, ce récit en valait bien un autre. Mais au même moment, c'est-à-dire bien avant la Révolution française, dans les années 1600 ou 1700, le commerce et l'industrie commençaient à prendre une certaine extension. On avait besoin d'extraire du fer, du charbon, des pierres précieuses, de l'or, et on commençait à étudier un peu sérieusement les couches géologiques.
Et on commençait à se rendre compte que lorsqu'on creuse sous nos pieds, on rentre en contact avec des mondes disparus. On retrouvait parfois, par exemple, des squelettes de très anciens animaux, avec des formes bizarres. Et on voyait aussi des falaises avec des couches de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, qui s'étaient manifestement déposées, petit à petit, au fond d'anciennes mers. Tout cela n'avait pas pu se faire en seulement 6000 ans. Buffon, dans son Histoire naturelle, parue dans les années 1750, défendait l'idée d'une Terre bien plus ancienne. Il imaginait que la Terre s'était formée comme un globe en fusion et qu'elle s'était progressivement refroidie pour arriver à sa température actuelle. Et en faisant refroidir des boulets dans ses forges de Montbard, il avait calculé que la Terre avait plusieurs millions d'années d'ancienneté. Mais prudemment, il écrivit qu'il avait calculé 75 000 ans. Il expliquera ensuite à un de ses amis qu'il avait préféré être plat que pendu. Il faut dire que les censeurs de l'Église avaient encore beaucoup de pouvoir à ce moment-là. Aujourd'hui, on sait que la Terre est âgée de plus de 4 milliards et demi d'années, mais on a mis très longtemps à le comprendre. De même que l'univers était beaucoup plus étendu que ce qu'on ne croyait, de même la Terre était bien plus vieille qu'on ne pensait. En fait, c'est très difficile de réaliser cela. Si on représente ces 4,5 milliards d'années par une année de 365 jours, eh bien, les 2000 ans qui nous séparent de Jules César seraient les dernières 14 secondes de cette année. L'histoire de la Terre est vraiment très longue. Et on a trouvé partout des fossiles d'animaux disparus depuis très longtemps. La vie actuelle est le produit de plusieurs milliards d'années d'évolution. C'est Charles Darwin qui a mis à jour les mécanismes de l'évolution des espèces. Les espèces semblent stables à notre échelle. Un œuf de poule donne un poussin qui deviendra poule ou coq, mais sur les temps très longs, la descendance subit des variations. Et la sélection naturelle transforme les espèces, en élimine certaines, et en fait apparaître de nouvelles. À son époque, Darwin ne risquait plus d'être pendu, mais ça lui a valu bien des ennemis, qui essayaient de ridiculiser sa théorie. Pourtant, ils auraient été bien embarrassés de produire une autre vision scientifique de l'histoire de la Terre et de ses habitants, car il n'y en a pas. La Terre s'est profondément transformée avec le temps. Pendant des millions d'années, elle a été dominée par les dinosaures. Les plantes à fleurs, qui semblent si familières, ne sont apparues que récemment dans l'histoire de la Terre, il y a une centaine de millions d'années seulement. Les primates sont apparus un peu plus récemment, et la famille humaine, qui en fait partie, est apparue il y a moins de 10 millions d'années. Quant à notre espèce, Homo sapiens, elle est apparue il y a à peine 200 ou 300 000 ans. Et pendant toute cette histoire, il a fallu aussi coexister avec les bactéries, les virus, qui étaient apparus bien avant nous. C'est la très longue durée de cette évolution qui permet aux scientifiques d'imaginer que des processus aussi sophistiqués que ce qui se passe dans notre corps, et encore plus dans notre cerveau, ont pu apparaître non pas d'un seul coup, par l'action d'une quelconque baguette magique, mais par une très longue histoire compliquée, formée de bricolage, d'échecs, de voies tortueuses de l'évolution, dont on retrouve parfois aujourd'hui certaines traces dans le fonctionnement de nos organes et de nos cellules. Mais comment toute cette histoire très longue a-t-elle commencé ? Les plus anciennes traces de vie connues sur Terre remontent à au moins 3 milliards et demi d'années. Pendant longtemps, seuls des organismes microscopiques, unicellulaires, ont peuplé la Terre. Puis la vie s'est complexifiée, dans les océans d'abord, puis sur la terre ferme. Mais
d'où vient cette vie au départ? Est-ce que finalement la vie n'a pas été créée il y a fort longtemps par un créateur qui s'amuse à la regarder évoluer depuis? Alors les gens qui défendent des conceptions religieuses s'appuient toujours sur les limites inévitables de la science à un moment donné. Effectivement, il est très difficile pour les scientifiques, malgré tous les progrès qui ont pu être faits, d'avoir des indices précis de ce qui a pu se passer sur Terre il y a presque 4 milliards d'années. Tous les terrains aussi anciens ont disparu de la surface de la Terre, et retrouver des traces des mécanismes physico-chimiques qui ont donné naissance aux premières cellules à cette époque n'est pas à notre portée aujourd'hui. Pourtant, même sur ce terrain difficile, les scientifiques ont avancé. Une nouvelle science est apparue, l'exobiologie. Son objectif est d'étudier tous les processus qui ont pu amener à l'apparition de la vie non seulement sur Terre, mais ailleurs dans l'univers. En 1828, le chimiste allemand Friedrich Wöhler réussissait à synthétiser un composé organique, l'urée. Pour la première fois, un élément qu'on considérait comme un produit exclusif du vivant, ce qu'on appelait la matière organique, était fabriqué à partir d'éléments qu'on appelait minéraux. Le développement de la chimie organique a ensuite multiplié ce type de synthèse à très grande échelle. Mais ce n'était pas la vie. Et aux alentours de 1860, Louis Pasteur démontra, dans des expériences restées célèbres, que la génération spontanée d'êtres vivants était impossible. Les souris ne sortaient pas spontanément de vieux tas de chiffons laissés à l'abandon. Et les germes microscopiques qui provoquent les maladies non plus. Selon Pasteur, la vie ne semblait pouvoir venir que de la vie. Pasteur pensait d'ailleurs avoir remporté une victoire définitive contre le matérialisme et défendu l'idée de la création divine. Mais cela n'empêcha pas les défenseurs du matérialisme de continuer à creuser la question. Alors, ils pensaient que les plus anciennes formes de vie devaient avoir été capables, comme les plantes, de fabriquer elles-mêmes la matière organique à partir de l'azote et du gaz carbonique. Mais ils se heurtaient à un problème, c'est que cette opération que font les plantes, la photosynthèse, suppose des mécanismes très compliqués. Et on ne voyait pas trop comment ils pouvaient apparaître sans avoir déjà une cellule. Alors c'est un biochimiste russe, Alexandre Ivanovitch Oparin, qui permit de sortir de cette contradiction. Et c'est lui qui a fondé véritablement la science des origines de la vie. En 1924, il publia ce petit livre où il supposait que les premiers organismes qui se sont développés sur Terre doivent être des bactéries se nourrissant d'une matière organique déjà produite en abondance dans leur environnement, non pas par la photosynthèse, mais par des phénomènes purement chimiques. Oparin s'appuyait sur des multiples expériences réalisées par les chimistes qui montraient qu'à partir d'une atmosphère riche en méthane et en ammoniac, on pouvait, si on apportait suffisamment d'énergie, fabriquer des molécules organiques complexes sans avoir besoin du vivant. Oparin envisageait que ces molécules organiques puissent ensuite se regrouper en gouttelettes microscopiques qui puissent progressivement entamer un processus d'évolution. Alors ce n'est pas un hasard s'il développa sa réflexion dans l'atmosphère révolutionnaire de la Russie, où les idées matérialistes avaient pris le dessus sur la religion. Ces idées ont mis un certain temps à se diffuser, mais elles ont fini par faire le tour du monde. Et elles ont été reprises bien plus tard par des chercheurs américains. Cela a donné la célèbre expérience de Miller. Stanley Miller, en 1953, a eu l'idée d'enfermer dans un ballon fermé de l'eau et une atmosphère artificielle correspondant aux hypothèses d'Oparin. En le soumettant pendant quelques jours à des rayons ultraviolets et à des décharges électriques, Miller réussit à synthétiser divers acides aminés qui sont les briques de base de nos protéines. Miller avait donc montré que ce n'était pas si difficile que cela de synthétiser ces briques de base élémentaires de la vie.
Il n'y avait donc pas besoin d'un grand horloger pour cela. Depuis l'époque de Miller, les connaissances ont bien progressé. Beaucoup de découvertes sont venues élargir notre horizon. Sur Terre, on s'est rendu compte que la vie a pu se développer dans des milieux qu'on imaginait complètement hostiles, à des températures élevées, ou dans des milieux chimiques très inhospitaliers, comme ici, dans les mares d'eau saumâtre acides et brûlantes de Dalol, en Éthiopie. Et puis, les connaissances sur le passé de la Terre sont venues aussi de l'exploration des autres planètes. Depuis 50 ans, des petits robots ont arpenté le système solaire. Ils ont visité toutes ces planètes, et jusqu'à la lointaine Pluton, et même des comètes et des astéroïdes. On a parfois retrouvé des paysages familiers. Est-on ici sur Terre ou sur Mars? On est bien sur Mars. Et quand on contemple un paysage martien comme celui-ci, on ressent que ce sont bien des forces familières qui ont sculpté ces paysages. Les lois de la physique et de la géologie sont les mêmes, et c'est bien la même matière partout. Mais en même temps, les histoires des planètes sont très variées, et la diversité des mondes visités s'est révélée bien plus grande qu'on ne l'imaginait. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans l'histoire du système solaire qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Le Soleil et les planètes se sont formés il y a 4,5 milliards d'années environ dans un nuage de gaz qui était avant tout formé d'hydrogène et d'hélium, qui sont les gaz les plus légers et les plus abondants de l'univers. Mais s'il n'y avait eu que ces gaz très légers, jamais la Terre ne se serait formée. Il y avait aussi une multitude de poussières qui regroupaient tous les éléments trop lourds pour rester sous forme de gaz. Le carbone, le silicium, le fer et bien d'autres. Et ce sont elles qui ont ensuite formé des planètes comme la Terre en s'agglomérant. Alors on sait aujourd'hui que les constituants de ces poussières avaient été fabriqués dans des étoiles qui ont vécu avant le Soleil. Et oui, tous les atomes qui composent notre corps, à part peut-être ceux de l'hydrogène, ont été fabriqués dans les étoiles par des réactions de fusion nucléaire. Nous savons aujourd'hui que nous-mêmes, comme tout ce qui nous entoure sur notre planète, nous sommes formés de poussières d'étoiles. Certaines de ces poussières primitives se sont même conservées jusqu'à aujourd'hui. Et on en retrouve sur Terre dans certaines météorites, comme celle tombée en 1969 près du village d'Allende, au Mexique, et les scientifiques, bien sûr, les analysent attentivement. Cette poussière-là, par exemple, aurait été formée 2 milliards d'années avant la formation du système solaire. Et un des objectifs des missions envoyées sur les comètes ou les astéroïdes, comme la mission Rosetta et son petit robot Philae, ou les missions japonaises Hayabusa, est d'en savoir plus sur la manière dont ces grains primitifs étaient organisés et se sont agglomérés. Et ce qu'on a découvert avec toutes ces missions, c'est qu'à la surface de ces grains glacés s'est développée toute une chimie organique. Les atomes de carbone, dans l'environnement très froid des confins du système solaire, soumis au faible rayonnement du Soleil, ont pu petit à petit s'assembler et former parfois des molécules complexes. On a d'ailleurs réussi à recréer de telles réactions en laboratoire. Et on sait aujourd'hui qu'après la formation de la Terre, dans les débuts de l'histoire du système solaire, il y a plus de 4 milliards d'années, notre planète a été soumise à un bombardement venu des zones froides du système solaire qui a amené de grandes quantités d'eau et sans doute beaucoup de matière organique. C'est probablement ce qui a permis le développement de la vie sur notre planète ensuite. Et peut-être aussi à d'autres endroits, comme sur la planète Mars. L'image de la soupe primitive, dans laquelle les acides aminés qui constituent aujourd'hui nos protéines auraient pu se former, est aujourd'hui remplacée par un univers où, un peu partout, et même dans des zones très froides, de la matière organique complexe se forme. Alors ce n'est pas la vie, bien sûr, et on est encore loin de comprendre comment les premières cellules se sont formées. Mais on trouve les briques de base du vivant un peu partout. Et on voit que cette tendance de la matière, dans certaines conditions, former des édifices complexes,
est universel. Alors c'est vrai que, pour le moment, nous n'avons pas trouvé de traces de vie ailleurs. La planète Mars est aujourd'hui un désert peu hospitalier. Les missions qui s'y rendent cherchent à déterminer si elle a pu y abriter la vie. Mais si c'est le cas, les scientifiques pensent aujourd'hui qu'il est probable que les changements intervenus à la surface de Mars ont détruit cette vie depuis plusieurs milliards d'années. Et les autres corps que nous avons explorés sont fascinants de diversité, mais pour le moment nous n'y avons trouvé que des déserts stériles, de glace ou de feu. À la lumière de nos connaissances actuelles, il apparaît que l'histoire de la Terre a été très particulière aussi. Le maintien depuis plusieurs milliards d'années d'eau liquide à la surface de la Terre, un milieu favorable pendant une période très longue à l'évolution de la vie, apparaît aujourd'hui aux scientifiques comme quelque chose de rare, de particulièrement exceptionnel. Donc, il est illusoire de rechercher d'autres endroits où l'histoire a été la même que sur Terre. Mais pourtant, la diversité extraordinaire que nous découvrons permet aussi de découvrir des situations que les scientifiques, malgré toute leur créativité, n'avaient pas imaginées. Ainsi, on pensait la recherche de la vie possible uniquement dans une certaine zone, ni trop près ni trop loin de l'étoile, pour que l'eau n'y gèle pas et ne s'y évapore pas immédiatement non plus. C'est pourquoi on avait envisagé qu'elle pouvait par exemple être apparue sur Mars, qui est finalement très proche de la Terre. Mais les missions vers l'extérieur du système solaire, vers des zones froides, vers Jupiter et Saturne, ont remis cette idée en question. On a découvert que les 4 satellites qui tournent autour de Jupiter, qui avaient été découverts par Galilée en 1610, et qui étaient finalement restés des points jusqu'en 1979, qui étaient pourtant très comparables par leur taille et par leur distance au Soleil, eh bien en réalité sont complètement différents les uns des autres. On pensait trouver des mondes gelés et inertes. Eh bien en réalité, la mission Voyager de la NASA a découvert qu'un de ses satellites, Io, est couverte de volcans en activité. Et sous la surface glacée d'un autre, Europe, on sait aujourd'hui qu'il y a probablement un océan souterrain. Ces 2 phénomènes tirent leur énergie interne des forces de marée gigantesques qu'exerce sur ces satellites l'énorme planète Jupiter, et donc qui réchauffent leur intérieur en permanence. Eh bien, on n'avait pas imaginé la possibilité de cette présence d'eau liquide souterraine, et probablement en grande quantité. Or aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose de très fréquent. Il y a quelques années, par exemple, la sonde Cassini a survolé Encelade, un satellite de Saturne, et elle y a observé des panaches de vapeur sortant de la surface. Elle y a même détecté des molécules organiques simples. On pense qu'ils viennent aussi d'un océan sous la croûte de glace. Alors, pourra-t-on un jour envoyer un vaisseau spatial explorer l'océan souterrain d'Europe, par exemple? Il faudrait poser un atterrisseur au fond d'une crevasse de glace, comme on le voit sur ce petit film d'animation réalisé pour la NASA par le réalisateur James Cameron. Et vous voyez ici un obus chauffé à l'énergie nucléaire qui fait fondre la glace et, arrivé sous la croûte, il ressort dans l'océan souterrain. La NASA ayant bien fait les choses, il en sort bien entendu un petit sous-marin. Et là, James Cameron nous fait découvrir ces créatures qui semblent à première vue bien sympathiques. En tout cas, si on les compare à Alien. Tout cela, bien sûr, est malheureusement pour le moment de la science-fiction. Aujourd'hui, les budgets de l'exploration spatiale sont réduits et sont même ridicules comparés à ceux déployés pour les systèmes d'armes ou aux autres gaspillages générés par le système capitaliste.
Mais l'histoire de l'humanité ne s'arrêtera pas avec cette société aberrante. Nous ne sommes qu'au début de l'exploration. On sait que notre système solaire est une toute petite parcelle de l'univers. En 1995, on a découvert la première planète autour d'une autre étoile que la nôtre. Aujourd'hui, on en connaît des milliers. Grâce à de puissants réseaux de radiotélescopes comme celui-ci, ALMA, dans le désert d'Atacama au Chili, on est capable de voir des systèmes solaires en formation comme celui-ci. Et comme on a découvert de la matière organique, des molécules complexes à base de carbone, en grande quantité un peu partout dans l'univers, il est logique de se dire qu'un peu partout, des poussières d'étoiles ont pu s'organiser. Giordano Bruno avait eu l'intuition à la fin du XVIe siècle que les étoiles étaient toutes des soleils, autour desquels gravitaient d'autres planètes. Et il avait raison. Il pensait aussi que sur ces mondes existaient de nombreuses autres intelligences. Alors cela, nous n'en avons aucune preuve. Mais d'autres formes très complexes d'organisation de la matière sont certainement apparues ailleurs. Alors est-ce qu'il y en a qui nous ressemblent ? Est-ce qu'elles sont très différentes de nous, plus primitives ou plus complexes au contraire ? Nous n'en savons rien. Mais en tout cas, l'exploration ne fait que commencer. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Et dans le troisième épisode, je vous parlerai probablement du Big Bang et puis de beaucoup d'autres choses dont je ne suis pas encore complètement certain. À la prochaine fois.